Salut tout le monde. Bon désolé pour le retard. Alors la version courte, c'est que j'ai dû faire réparer mon ordinateur 2 fois pour la même chose en fait, pour le même problème, à cause de l'incompétence et du manque de professionnalisme du réparateur quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné je l'avais récupéré, j'ai pu poster la première partie et après le problème est revenu donc voilà. Maintenant normalement ça devrait être bon. Oh oui, il n'y a pas de plus beau jeu. Pas vrai, Hardy? Oui, monsieur. Le plus beau qui existera jamais. Juste vous et la balle. Un homme et sa solitude. Bon, parlons maintenant un peu des deux colonnes. Alors on en a déjà beaucoup parlé, mais cette fois-ci dans cet épisode, je vais les aborder plutôt du point de vue des francs-maçons, puisque vous savez, c'est vraiment les deux symboles qu'on retrouve presque toujours sur leurs illustrations, sur leurs chartes, dans leurs temples. Vous pouvez pas entrer dans un temple franc-maçon sans voir les deux colonnes, que ce soit déjà à l'entrée ou même à l'intérieur. Et donc là, ça va toucher la théologie, comme toujours, et on va même voir à quel point la franc-maçonnerie est liée au judaïsme. Les deux sont indissociables, puisque justement l'un des mythes fondateurs, l'un des mythes les plus importants de la franc-maçonnerie, tourne autour justement de ces deux colonnes, et ces deux colonnes, elles ont aussi une origine biblique. On les retrouve dans l'Ancien Testament, puisqu'elles sont à l'entrée du temple de Salomon, et donc c'est pour ça qu'on peut vraiment faire une connexion entre le judaïsme et la franc-maçonnerie. Alors ces deux colonnes, elles sont appelées, bon désolé pour la prononciation, je sais pas, je le lis comme je le vois, il y a une colonne qui s'appelle Boaz et l'autre qui s'appelle Yakin ou Jacquin, ça dépend comment on le prononce. Et donc l'histoire, c'est que il y a un architecte, d'ailleurs il n'était pas que architecte, il était aussi artificier, il était forgeron, etc. Il y avait plusieurs casquettes comme ça, mais on l'appelle surtout l'architecte, et cet homme-là s'appelle Hiram Abif. Il est vénéré, bon, pas comme un dieu, mais il est vénéré par les francs-maçons. Et donc il apparaît dans la Bible, parce que c'est celui que Salomon choisira soit pour construire le temple, soit pour achever les travaux du temple. Vous savez, il y a plein de versions différentes, que ce soit même dans l'Ancien Testament, mais même à travers d'autres sources qui ne sont pas forcément religieuses. Et donc cet homme-là, déjà il y en a deux. Il y a deux Hiram dans la Bible. Il y a d'abord le roi de Tyr, qui apparaît au début de l'histoire, je ne sais plus pourquoi, pas très important, enfin je suppose. Mais le plus important, c'est surtout Hiram Abif, qui lui est l'architecte, que Salomon va engager pour faire soit la décoration, soit terminer le temple. Ça dépend, ça varie. Et donc c'est lui qui va concevoir les deux colonnes et d'autres choses. Il y a un chaudron avec un taureau. Enfin, il y a d'autres trucs en cuivre, en bronze. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme-là? On nous dit déjà qu'il est le fils d'une veuve. Vous voyez, on retombe sur la symbolique du fils de la veuve qu'on avait déjà vu avec Isis. La veuve, la déesse veuve, toujours voilée. Parce que vous savez, les mythologies traversent le temps. Parce qu'on peut faire un lien entre ce mythe et le mythe d'Isis avec Osiris, etc. Donc, déjà, on nous dit que c'est le fils d'une veuve. Comme je vous l'ai dit, il est notamment forgeron. Et vous savez, dans la mythologie hébraïque, les deux premiers enfants d'Adam et Ève, c'était Abel et Caïn. Abel a été tué par Caïn, qui était jaloux en fait de son frère. Mais bien sûr, Adam, il n'allait pas faire œil pour œil, dent pour dent, sinon il se serait retrouvé sans descendance. Donc il n'a pas tué Caïn, il l'a plutôt exilé. Il paraît même qu'il serait parti s'installer dans des royaumes souterrains. Bon, bref, ça c'est une anecdote. Et donc, c'est parmi la descendance de Caïn, il y a Tubal-Caïn, Tubal-Caïn, qui est un descendant de Caïn, et qui lui justement est connu pour avoir créé tous les métiers qui ont un lien avec le fer, le métal, la forge, les forgerons. En fait, c'est l'ancêtre de tous les forgerons, dont fait partie justement Hiram Abif. Il est bon à noter que le tablier des forgerons ressemble un peu au tablier des francs-maçons. Bon, en même temps, il n'y a pas que ce métier. Dans tous les métiers un peu artisanaux, on porte ce genre de tablier. Je suppose à l'époque, dans les métiers de construction. Et en tout cas, le forgeron, ça ressemble vraiment au tablier du forgeron, quoi. J'avais même lu quelque part qu'il avait un marteau qui venait directement justement de son ancêtre, Tubolquin. Donc, pensez que c'est anodin, mais on y reviendra plus tard. Et vous verrez que c'est important. Donc, il est connu pour savoir manier, pour maîtriser la pierre et le bronze.
les deux. Et donc il va diriger le chantier du temple de Salomon. On sait que dans ce chantier, les ouvriers étaient organisés en 3 catégories, et c'est là qu'on va tomber pour la première fois sur les 3 grades principaux de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire apprenti, compagnon et ensuite maître. C'est à ce moment-là, dans ce chantier du temple de Salomon, que vont être mis en place les mots de passe maçonniques, les rituels, les poignées de main, je suppose, les premiers signes vraiment qui continueront à être utilisés jusqu'à aujourd'hui. Et Hiram, justement, finira assassiné par 3 de ses ouvriers qui voulaient obtenir un de ses secrets. Et lui, jusqu'au bout, il n'a pas voulu lâcher et il s'est fait tuer par ces 3 ouvriers qui l'ont tous les 3 frappé sur la tête avec un outil, justement, dont un marteau. C'est pour ça aussi qu'on va retomber plusieurs fois sur le marteau et que le marteau a une valeur symbolique importante dans la franc-maçonnerie. Ou le merlin, vous voyez, merlin, c'est un marteau, enfin toute la famille des marteaux. Ou le maillet, par extension. Mais il avait tout un ensemble d'outils, c'est normal, c'était un architecte. Et surtout, les 3 principaux outils qu'il avait, c'était ceux-ci là qu'on voit sur les marteaux. Mais je suppose que comme il s'est fait vraiment taper sur la tête avec un marteau, ils ont symbolisé ça par 3 marteaux. Et sur les marteaux, ils ont mis les outils en question, ces 3 principaux outils, une équerre, un niveau, etc. Mais il y en a d'autres. Donc, à chaque fois qu'on verra tous ces outils-là, bien sûr, ça fera référence au métier de bâtisseur, à la maçonnerie elle-même, quoi. Mais ça fera aussi référence à Hiram. Celui qui connaît l'histoire d'Hiram peut pas s'empêcher d'y penser. Celui qui ne la connaît pas, bien évidemment, n'y pensera pas. Et après l'avoir assassiné, les meurtriers vont l'enterrer à côté d'un acacia. C'est pour ça que à chaque fois qu'on verra un acacia, vous le verrez souvent sur beaucoup de symboles, sur des bijoux, etc. À chaque fois il apparaît et c'est en référence à Hiram. Abi. En fait, dans la Bible, il y a 3 ou 4 lignes à tout casser sur Hiram. Mais dans les ouvrages maçonniques, c'est beaucoup plus détaillé, c'est toute une histoire. Et dans certaines histoires, il est même question de résurrection à la fin. Hiram va revenir à la vie. Et c'est pour ça que je vous parlais d'autres mythologies, parce que ça ressemble beaucoup à Osiris, qui revient à la vie après s'être fait assassiner, ou même Jésus. On retrouve ces colonnes dans le tarot, justement, quand on parlait du pape et de la papesse. Ils sont toujours représentés devant ces 2 colonnes. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. À un moment donné, je suis tombé sur ce texte-là qui parle de Tubolquin. C'est pour ça que je suis tombé là-dessus. Je faisais des recherches sur Tubolquin. Et ils disent que à travers un livre, un manuscrit, il nous fait découvrir d'autres colonnes qui sont cachées derrière ces 2 colonnes-là. En fait, derrière ces 2 colonnes-là, il y a 2 autres, voire 3 colonnes qui sont cachées. Et là, ça fait tilt parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit détail que j'avais remarqué, mais bizarrement, je l'avais occulté inconsciemment. C'est que souvent sur les représentations où on voit 3 colonnes et non 2, les 3 colonnes sont différentes. Elles sont toutes différentes. Alors que sur les représentations où il y a les 2 colonnes, elles sont identiques. On voit bien que c'est Boaz et Yakin comme devant le temple. Les 2 colonnes qui étaient devant le temple sont identiques. Par contre, quand il y en a 3, on voit que le sommet est différent. Donc en fait, ces 3 colonnes-là, elles ont un nom. Et donc, il y en a une qui signifie la force. Je ne sais pas si c'est Boaz ou Yakin, certainement de l'hébreu d'ailleurs. En tout cas, il y en a une qui signifie la force. Et là, on comprend tout de suite que c'est comme la carte force au tarot, c'est-à-dire que c'est le lion, donc c'est le roi. Il y en a une autre qui s'appelle la beauté. Donc la beauté, forcément, on comprend que c'est la reine. C'est même Médusa qui est connue justement pour sa beauté. On ne peut pas s'empêcher de la regarder et si on la regarde, on est pétrifié. Et la 3e colonne s'appelle la sagesse. Vous voyez, c'est logique, puisque c'est Saturne, c'est le père, le dieu du temps, donc forcément c'est la sagesse. Quand vous êtes là depuis toujours, vous êtes forcément plus malin, plus intelligent. Et vous voyez ce que je veux dire ? Ces 3 mots, c'est devenu une devise, un peu comme liberté, égalité, fraternité. Eux, c'est plutôt force, beauté et sagesse. Tout ça, bien sûr, en référence aux 3 tours de la Tanor, en fait, donc au Grand Heure. Déjà, il faut garder en tête que ces 2 colonnes, c'est vraiment un symbole très vieux, je veux dire ça. Ça date du temple de Salomon, donc depuis 2000 ans, quoi. Et vous imaginez toutes les planches qu'il y a eu, tous les francs-maçons qui ont planché sur ce sujet. Si je dis ça, c'est pour vous faire comprendre qu'avec le temps, ce symbole a été perfectionné, amélioré, entre guillemets, quoi. Il a été sophistiqué. On y a rajouté d'autres éléments pour compléter. On a brodé autour, etc., quoi. Je pense que c'est surtout une manière de dire, de dissocier
de façon allégorique le roi de l'arène en fait, parce que quand les deux colonnes sont identiques, c'est moins précis. Là, le fait de voir deux designs différents, c'est plus facile de penser à deux étapes différentes. Surtout si on ajoute la troisième colonne derrière. Et en plus, ils les ont bien nommés beauté, force et sagesse, ce qui correspondait, comme on disait bien, à la reine, au roi et à Saturne. Il y a aussi deux autres colonnes. Si vous cherchez, vous verrez qu'il y a plein de représentations où souvent on voit 7 colonnes au total. Quand on regarde mieux les anciennes, même des illustrations que je vous ai déjà montrées, à chaque fois derrière on voit d'autres colonnes. Ça, on n'y faisait pas trop attention, mais en fait, il y a un sens à ça. Et donc, revenons justement sur la différence qu'il y a entre toutes ces colonnes. Vous savez, en architecture ou même dans le dessin, on utilise ce qu'on appelle des canons. Un canon au sens propre du terme, c'est-à-dire un espèce de chemin qui est tracé et qu'on est obligé de suivre, en fait. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot pour décrire les canons, puisque c'est justement un cylindre dans lequel le boulet ou la balle est forcé de suivre ce chemin précis. Elle peut pas aller ailleurs, elle est obligée de rester dans le cylindre et d'aller tout droit. Et ben c'est la même chose en fait, un canon c'est une sorte de protocole qu'il faut suivre pour arriver à un certain résultat. Et donc en architecture, quand on fait des constructions en élévation, tout ce qui concerne les structures élevées, donc où il va falloir faire justement des colonnes, des colonnades, des piliers, etc. Il y a des canons architecturaux, des façons de faire en fait. Chaque grande civilisation, entre guillemets, a plus ou moins créé son propre canon architectural lorsqu'il s'agit de construire une structure élevée. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que chaque colonne justement représente un canon précis. Ou alors on appelle ça des ordres aussi, l'ordre ionique, l'ordre diorique, etc. Et donc les Grecs en reconnaissaient 3, c'était justement ceux-là, ionique, diorique et corinthien. Quant aux Romains, ils en reconnaissaient que 2, le toscan et le composite. Parfois on les rajoute aussi. Et donc c'est pour ça que si vous regardez des photos de l'intérieur de temples, vous verrez toujours ces 3 colonnes. C'est souvent sur un damier, avec au milieu un livre ouvert posé sur un socle. On voit 3 petites colonnes, 3 piliers là, et en fait c'est plutôt cette version-là. C'est les 3 ordres architecturaux, puisqu'on voit bien qu'ils sont différents. Et Je crois que c'est le moment. le moment de quoi? C'est le moment de voir le chemin. Le chemin? Je le vois, le chemin, mais le trou fait 400 mètres. Il y a un petit drapeau rouge qui flotte dessus, et j'ai 12 coups de retard. Donnez-moi ce club. C'est pas ça. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Puisqu'on a parlé de Tubolquin, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Ça s'écrit comme ça, mais en anglais, ça se prononce Tubolcain. Tubolcain. Ce qui peut se lire, justement, d'une autre manière. On peut supposer que c'est la langue des oiseaux, la version anglaise, et ça pourrait se lire tout comme 2, ball, 2 boules, ball, boule, cane, une canne. 2 ball cane, 2 boules et une canne. Déjà, comme on a vu, c'est un mot de passe maçonnique. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer l'importance. Il y a même des bijoux, des pins, etc. où on voit bien qu'il s'agit de 2 petites boules avec une canne. Bon, celui qui ne sait pas, il peut penser que c'est un petit avion ou en fait non, c'est une canne et 2 boules. Ou alors qu'il s'agit d'un joueur de golf. Et d'ailleurs, il y a même un club de golf justement qui fait référence à Tubolcain, mais en jouant là-dessus, en jouant sur ce jeu de mots. On croirait qu'il parle de golf alors qu'en fait il parle de Tubolcain. Regardez son coup d'essai. Comme s'il était en quête de quelque chose. Et il trouve. Il fait en sorte de se placer exactement au milieu. À l'intérieur, en plein cœur. Et il a beaucoup d'effets à sa disposition. Le fade, le hook, le slice. Mais il n'y a qu'un seul coup qui soit en parfaite harmonie avec le chemin. Un seul coup et c'est le swing authentique. Bobby va être choisi par lui. Le swing parfait est là, il se tient prêt à s'inviter en chacun de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'éviter de se placer en travers de sa route. C'est lui qui nous choisit. Regardez-le. Il est le chemin. Vous voyez ce drapeau? C'est un dragon que vous devez tuer. Si vous regardez les choses sereinement, vous verrez l'endroit où les marées, les saisons et la course de la terre se retrouvent.
tout ce qui peut exister ne forme plus qu'un. Cherchez cet endroit maintenant, avec votre âme, Juma. Cherchez-le avec vos mains, ne réfléchissez pas, sentez-le. Vos mains sont plus sages que votre tête ne le sera jamais. Mais je ne peux pas vous y emmener. Moi, je peux vous aider à trouver le chemin. Il n'y a que vous, la balle, le drapeau au loin. Et ce que vous êtes, cherchez-le avec vos mains, ne réfléchissez pas. Vous le regardez, Juma, sentez-le. Il n'y a que vous qui soit en harmonie avec l'endroit où réside votre souligne authentique, ce drapeau, et tout ce que vous êtes. Et donc vous voyez déjà deux boules, une canne. La canne et deux boules, on pense tout de suite à Saturne, puisqu'il y a la castration, vous vous rappelez, de son père, deux boules. Et la canne, on sait qu'il a toujours un problème avec sa jambe, il a toujours une béquille, une canne. D'ailleurs même la canne, au niveau de la forme, on dirait un peu une faux, quoi, si on prend du recul. Ça me rappelle cette image. Et donc, est-ce que vous savez d'où vient justement le matricule de James Bond 007? Historiquement, là c'est la version officielle, la reine d'Angleterre, quand elle communiquait avec ses espions, c'était une sorte de mot de passe. Il faisait ce petit signe là, 007. Il justifie ça comme une référence à un masque, en fait, le fait d'être masqué, parce que c'est vrai que ça ressemble à un masque avec les deux yeux. C'est de là que s'est inspiré l'auteur pour créer 007. L'auteur qui d'ailleurs était aussi agent secret. Oui, c'est quand même assez drôle parce que James Bond, c'est un agent secret. Il s'agit de secret, de quelque chose de caché. Et il y a une référence à Tubolcain, un mot de passe, quelque chose de caché en franc-maçonnerie. Et c'est drôle parce que quand on prend les initiales de beaucoup, quand même, d'agents secrets, c'est JB ou bien BJ, ça dépend le sens dans lequel on regarde. Et c'est là qu'on retombe sur les deux colonnes. Parce que James Bond, Bond James, Boaz, Yakin. Jason Bourne, qui est agent secret, JB. Jack Bauer, je sais pas comment vous le prononcez, JB, Jack Bristow. Vous voyez, à chaque fois, c'est des agents secrets, et à chaque fois, c'est JB. Je suis sûr qu'il y en a encore d'autres. Et Joe Black. Oui, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Joe Black. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, monsieur, pour moi aussi, c'est un plaisir. Joe Black. Alors là, c'est carrément la mort qui s'appelle JB, la mort comme Saturne. Il y a quelque chose d'intéressant à noter. On a vu que Tubolcain était le descendant de Caïn, mais il se trouve que parmi la descendance de Caïn, il y a aussi Nimrod. Nimrod, c'est celui qui a construit la tour de Babel. Vous savez, le grand chasseur devant l'Éternel. Comment dire? En fait, c'est toute cette lignée-là qui est derrière la construction à la fois du temple, mais aussi de la tour de Babel. C'est assez drôle parce que quand on connaît l'importance du marteau en tant que symbole pour les francs-maçons, en référence justement à Hiram, et de la faucille en référence à Saturne, on ne voit plus jamais la faucille et le marteau de l'URSS de la même manière. Est-ce que c'est juste une référence à l'artisan et au paysan, ou alors c'est une référence à Hiram et à Saturne? Ça pourrait être les deux à la fois. Il faut se demander si c'est pas possible que ce soit les deux en même temps. Il y a un truc
truc qui est intéressant d'approfondir un peu, c'est tout le côté un peu végétation. Vous savez, on voit souvent dans les blasons, ou même dans les logos contemporains, des branches d'acacia, d'olivier, ou bien même du blé. Par exemple, vous vous rappelez de ce dessin là avec Isis? D'un côté, elle a du raisin, mais de l'autre, elle a du blé qui a été fauché. Là, on sait que c'est une référence à Saturne, puisque c'est lui qui est le dieu de l'agriculture. Donc à chaque fois qu'on voit du blé qui est fauché, vous voyez, regardez là tout ça. Ce sont des références à Saturne. Et quand c'est de l'acacia, c'est une référence à Hiram. Par exemple, quand on parlait de Saturne, de cette illustration, où on le voit prêt à couper la tête de la reine, elle tient une branche et j'avais supposé que c'était de l'olivier, j'en savais rien, mais en fait c'était plutôt, je pense, maintenant à de l'acacia. Et regardez ce que j'ai trouvé, nous qui savons que Saturne, finalement, c'est le Père Noël. Quand il y a Noël, parfois, il y a certaines loges qui font des affiches, des trucs comme ça. Et quand on sait vraiment le lien entre Saturne, le Père Noël, etc., et qu'on voit ce genre d'affiches, c'est vraiment pas anodin. Le bleu, celui qui est tout en bas de l'échelle, il va juste se dire que c'est Noël et que c'est normal, quoi. Mais ceux qui savent, ils vont tout de suite faire le lien avec Saturne, c'est évident. Alors là, on va aborder un point important, parce qu'il s'agit de corriger une erreur, et pas des moindres. En fait, elle remet quand même en question pas mal de choses, même si, en réalité, quand on prend vraiment le temps de revenir, de revoir tout ce qu'on a vu sous un prisme différent, que finalement, ça change pas tant de choses que ça. C'est juste que tout est décalé d'un échelon, finalement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, en discutant avec un alchimiste opératif, il m'a rappelé un point, parce que, en fait, je le savais, ce truc, mais je l'ai occulté, et je vais vous expliquer justement pourquoi j'ai fait cette erreur. C'est ça qui est important, c'est comprendre pourquoi j'ai fait cette erreur, parce que c'est une erreur logique, et vous allez voir que mon erreur, n'importe qui aurait pu la faire. Et ce qui est important, justement, c'est de voir, à travers mon exemple, comment ne pas répéter cette erreur. Bon, maintenant, je vais vous expliquer. Le problème, c'est que, en fait, vous savez, tout est en 3 étapes. Et on nous montre toujours 3 couleurs. Noir, mais ça peut être du bleu foncé, du vert foncé, etc. Ensuite, blanc et rouge. Et comme il y a 3 étapes, logiquement, celui qui arrive là-dedans, il voit 3 couleurs, 3 étapes. Il part du principe que chaque couleur correspond à chaque étape, surtout que, comme il me l'a confirmé, et même en me basant sur ce que j'ai vu ailleurs, c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est vraiment noir, blanc, rouge. C'est pas un ordre différent. Et donc, il m'a dit que le rouge ne correspond pas au mercure, mais plutôt au soufre. Alors que, justement, comme je viens de vous le dire, l'ordre, c'est bien noir, blanc et rouge. Donc, si le soufre, qui est pourtant la 2e étape, et le rouge, alors que on nous dit bien noir, blanc, rouge, ça veut dire que le noir et le blanc, en fait, font partie de la première étape. Et c'est ça l'erreur, en fait. C'est-à-dire que dès la première étape, il y a le noir et le blanc. Ensuite, quand on arrive au soufre, à la 2e étape, là, on est dans le rouge. Et la 3e étape, quand on arrive au mercure, c'est le mercure qui est transparent, en fait. Et c'est logique. Vous allez voir que, quelque part, ça rejoint aussi une bonne partie de ce que je vous ai dit. Ça tombe sous le sens, en fait, puisque depuis le début, on sait que la lumière est imperceptible, elle est invisible. Parce qu'elle est censée être tout autour de nous, elle est censée être en nous. Mais quand un homme meurt et que cette lumière est censée s'échapper de son corps, on ne la voit pas, on ne la perçoit pas. Et même quand je parlais de l'alcool, il est transparent. Il y a la vodka, bien sûr, mais même quand vous prenez de l'alcool à 90 pour vous soigner, vous voyez bien qu'il est transparent. Tous les alcools ne sont pas rouges. Et c'est logique, quelque part. J'ai toujours su que le soufre était rouge, et bizarrement, j'ai mis ça de côté. J'ai vu ce qui m'arrangeait. Ce qui m'a induit en erreur, c'est que le mercure, moi je pensais au mercure, vous savez, qu'il y avait dans les thermomètres, qui est rouge. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de références à l'invisible, comme on l'a vu même avec le Seigneur des Anneaux, tout à la fin. La dernière étape est liée à ce qui est invisible. Moi, je pensais qu'il s'agissait de l'enveloppe dans laquelle on allait mettre le contenu. Mais en fait, pas du tout. C'était plutôt le mercure qui est invisible. Et c'est parce qu'il est invisible, justement, que quand nous on voit noir, blanc, rouge, en fait, on voit pas qu'après, il y a le transparent. Et c'est normal qu'on le voit pas, puisque, par définition, c'est invisible. Et c'est ça qui est induit en erreur. J'espère que vous m'avez compris. Je me répète, comme on ne voit pas cette dernière étape, elle est invisible. Celui qui a un œil profane, il ne la voit pas, donc il pense qu'elle n'existe pas, tout simplement. Et donc pour lui, noir, blanc, rouge, 1, 2, 3, hop, voilà. Alors qu'en fait, non. Et donc, quand on enlève le soufre, j'ai l'impression que c'est une espèce de vapeur rouge. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il y a cette référence au voile rouge, une espèce de voile rouge qu'on retire. Et d'après ce que j'ai vu, il faudrait que je retrouve la vidéo. Il semblerait vraiment que la pierre de lumière soit un élixir, en fait. Quelque chose qui s'avale, je suppose.
Et ça a vraiment un lien avec la Renaissance, le fait de redevenir jeune, hein, de rester jeune peut-être. C'est peut-être pour ça que c'est lié à l'immortalité. Vous pouvez vous amuser à revenir sur des choses qu'on a déjà vues pour mieux les décrypter, parce que entre-temps, on a appris d'autres choses. Je vous donne quelques exemples. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les cervidés, les élans, les cerfs, les rennes, maintenant regardez, revoyons ces images de Marilyn Manson. Vous voyez, il prend le crâne d'un cervidé, c'est pas pour rien. C'est une référence à Saturne. Revenons par exemple aussi sur ça. Normalement, ça vient de l'Empire romain. Au début, quand je le regardais, moi, je voyais surtout la pyramide. Mais maintenant, le crâne, le squelette, je vois tout de suite que c'est une référence à Saturne. En plus, en dessous, ils ont bien mis la roue, la fortune, à gauche et à droite. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout le roi et la reine. Même si j'ai l'impression qu'ils n'ont mis que leurs vêtements vides, comme s'ils étaient justement transparents, invisibles.